Dans Confession d'un philosophe qu'il a écrit avec Comte Sponville, enfin répondant aux questions que lui posait Comte Sponville, Marcel finit en énumérant un certain nombre d'affirmations auxquelles il croit, enfin ce qu'il croit, non pas au sens de la croyance, mais ses convictions vécues, comme il dit, en empruntant le terme à Hegel. Et j'aimerais vous en soumettre quelques-unes. Alors, tout d'abord, par rapport à la philosophie n'est ni recherche du bonheur, ni recherche d'une sagesse qui serait possession de la vérité, car posséder la vérité est impossible. Mais elle a pour condition une sagesse, car sans une certaine sagesse, on ne peut se vouer à la recherche de la vérité. Je ne suis pas d'accord avec ça, du tout, évidemment, puisque y a eu une interrogation intéressante dans l'Antiquité qui était celle du souverain bien. On se disait, mais c'est quoi le souverain bien? On recherche le souverain bien, mais c'est quoi? Alors certains diront le plaisir, le bonheur, la sagesse, l'impassibilité, la vérité, bon voilà. Et il y a tellement de souverains biens que finalement ça se dilue, puisque une multiplicité de souverains biens, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Moi je ne crois pas qu'on puisse échapper à la question du bonheur, ou de la présence au monde, ou de la meilleure adéquation au monde, si on veut éviter le mot bonheur. Je veux bien qu'on évite bonheur et plaisir, mais de la forme la plus adéquate de sa présence au monde, disons-le dans un vocabulaire presque spinoziste. Et je pense que Marcel Conche est dans cette perspective-là. Moi je l'ai beaucoup lu, depuis Montaigne, je dirais, depuis son Montaigne et son Épicure, des choses remarquables. Ses traductions, ses présentations de la traduction d'Épicure, c'est vraiment un travail remarquable. Son Montaigne chez Segers aussi, et les autres Montagnes, tout ça, c'est un grand professeur de philosophie, je trouve. Je l'ai lu quand il a eu des audaces philosophiques personnelles aussi. Donc quand il est intervenu sur des questions d'actualité, Heidegger, le nazisme, la résistance, l'avortement, la contraception, le génie génétique, toutes choses sur lesquelles il est intervenu, y compris avec André Comte-Sponville. Et donc je l'ai vu sur ces terrains-là, et je ne peux pas croire qu'il n'ait pas le souci du bonheur lui-même. Il ne me fera pas croire qu'il n'a pas philosophé pour être le moins malheureux possible, le plus heureux possible. Je crois qu'il y a un hédonisme chez lui, mais qu'il n'a pas forcément voulu le dire comme ça. Je pense que son aventure corse, son désir de Méditerranée, sa découverte de la pensée orientale en compagnie d'une jeune femme, on l'a vu photographié dans la presse racontant toutes ces choses-là, je ne peux pas croire qu'il puisse nous dire qu'un philosophe ne soit pas quelqu'un qui soit soucieux du plaisir, du bonheur, du souverain bien, d'une espèce de sérénité à l'endroit de lui-même, des autres et du monde. Donc je persiste à croire qu'il est il est tiraillé entre un travail de professeur et puis une pratique philosophique. Alors, il dit philosopher consiste à méditer sur l'ensemble de ce qui se montre, qui s'offre à tous les regards et dont chacun peut parler, non à partir de ce qui ne se montre pas et qui n'est pas objet d'évidence mais de croyance. Je pense que vous seriez plutôt d'accord avec... Oui. Voilà, le dieu du monothéisme est un objet culturel relatif à une culture particulière, alors que la nature, avec un grand N, donc cette nature omni-englobante et infiniment créatrice, est ce qui s'offre avec évidence à tous les hommes. Et en fait, par rapport à ce que vous disiez de l'être... Oui. Avec évidence, pas d'accord, hein. J'aimerais bien, mais comme lui. Et je pense que comme lui, philosophe, ça lui paraît évident, mais je vous assure qu'il y a plein de gens sur la planète pour lesquels ça n'apparaît pas avec évidence, mais ça apparaît médiatisé par une religion. Shintoïstes, bouddhistes, tous les gens qui sont susceptibles de shivaïtes aujourd'hui, hindouistes, enfin vous avez plein de gens qui ne perçoivent pas la nature autrement que médiatisée par une religion, que par une grille religieuse. Quand vous avez une religion avec vous, c'est difficile d'aborder la question de la nature sereinement. Donc il faudrait être athée pour avoir le droit à disposer d'une philosophie de la nature qui soit autonome. Oui, tout à fait. Il dit une philosophie de la nature, comme en tant qu'englobant universel, doit pouvoir réaliser l'accord des esprits et à l'époque de la mondialisation permettre un œcuménisme philosophique. Oui, je suis assez d'accord. Ah, d'accord. Oui. Ah, ouais. Oui, je pense que, mais simplement, il y a un gros travail à faire sur justement le décrassage idéologique de la conception de la nature. Les gens n'ont pas de conception de la nature virgilienne, je dirais. On avait démarré en parlant du cosmos. Je crois que nombre de gens qui sont soucieux de la nature n'ont pas le sens du cosmos.
l'écologie aujourd'hui, comme elle fonctionne, est souvent une espèce d'idéologie de substitution faite par des bobos qui ne connaissent que les grandes villes et qui pensent l'écologie à partir du pot catalytique ou du taux de gaz carbonique dans l'atmosphère. Donc l'idée d'une écosophie, pour utiliser le vocabulaire de Félix Guattari, c'est-à-dire d'une pensée globale du cosmos, de la planète, de la nature, de l'homme dans la planète et dans la nature, etc., ça c'est beaucoup plus rare, y compris chez les écologistes estampillés comme tels. Marcel m'a dit à un moment, on parlait comme ça de notre prochain rendez-vous, et il m'a dit, je ne sais pas si c'est par méconnaissance ou fausse modestie, méconnaissance ça m'étonnerait parce que j'ai quand même vu certains de vos ouvrages chez lui, il m'a dit oui, non, mais sûrement que Michel Onfray me range dans la catégorie des idéalistes ascétiques. Et en fait, c'était le côté un peu ascèse qui faisait qu'il pensait que c'était incompatible avec l'hédonisme. Or, il n'y a aucune espèce d'incompatibilité entre l'hédonisme et l'ascèse, bien au contraire. Ah ben oui. Et pour moi, Marcel Conche est un hédoniste. Pour vous, Marcel Conche est un hédoniste. Oui, oui, simplement, il y a une caricature sur l'hédonisme et on pense au plaisir, à la jouissance grossière, etc. Mais je pense que parfois, on peut jouir de l'ascèse. Épicure le dit lui-même, il nous dit que parfois renoncer à un plaisir peut être un plus grand plaisir que le plaisir auquel on a renoncé. Et il a raison, il y a des moments où on se dit je peux avoir ce plaisir-là, mais il va me coûter tellement cher en déplaisir que je renonce à ce plaisir et on accède à une espèce de sérénité qui est un plaisir plus grand encore. Donc je pense que dans cette perspective-là, pour moi, Marcel Conche fait partie des philosophes hédonistes, même s'il pratique l'ascèse d'une certaine manière. Il y a des moments où il l'a pratiqué plus que d'autres, mais c'est des raisons de biographie. Là, j'en parle d'autant plus volontiers qu'il a dit ces choses-là. Hein. Donc, quand il a parlé de son épouse, qui était sa professeure de français, plus âgée que lui, évidemment, et qu'il a eu cette vie avec cette femme, grand amour, etc., qui disparaît, mais grand amour qui se trouve remplacé par une aventure avec une jeune femme, et on a vu aussi toutes ces choses-là dans la presse, avec photos, avec une espèce de bonheur étalé, presque impudiquement, parce qu'il nous racontait la Corse, le désir d'être enterré sur place, cette femme qui lui avait fait découvrir plein de choses, etc., etc. Donc je pense que son plaisir a pris des formes diverses et multiples. Il y a eu un moment où probablement une espèce d'ascèse un peu édipienne a eu lieu et où ça avait un sens, et puis un petit peu plus tard une espèce d'ascèse épicurienne, mais avait un autre sens parce que, évidemment, quand on s'approche de la mort, ce qui est notre cas à tous, on n'aborde pas les plaisirs de la même manière, on ne recherche pas les mêmes types de plaisirs. Est-ce que une philosophie ou une sagesse venue de l'extérieur peut nous apprendre à nous apprivoiser dans notre devenir Si ça ne sert pas à ça, la philo, ça ne sert à rien du tout. C'est-à-dire que si elle ne sert pas à vivre, à bien vivre, à mieux vivre, si elle ne sert pas à aborder la question de la douleur, de la souffrance, de la mort, de l'inscription dans le temps, d'une manière qui permet un maximum de sérénité ou un minimum de douleur ou de souffrance, ou si on n'a pas un tant soit peu, un peu de pouvoir sur ça, alors à quoi bon? Donc, Pour vous, ce serait la fonction principale ou la raison d'être de la philosophie, finalement? La raison d'être de la philosophie, c'est d'apprendre à vivre. Et dans l'apprentissage du vivre, il y a l'apprentissage du mourir. Donc quand Cicéron dit philosopher, c'est apprendre à mourir, et que Montaigne il reprend cette expression, je pense qu'ils ont raison, mais c'est d'abord apprendre à vivre qui est important. Et apprendre à vivre, ce sont les leçons que nous donne Épicure, je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la mort, c'est pas forcément pour tout de suite. Donc si c'est pour demain, c'est pour demain. C'est pour après-demain, c'est pour après-demain. Et chaque chose en son temps. Alors c'est un travail, c'est une ascèse, parce que quand on se trouve soi-même confronté à ce genre de problème-là, on se dit, maintenant il faut y aller, quoi. Je me souviens du premier texte que j'ai fait en 89 pour dire du bien d'un livre de Marcel Conche. J'avais titré quelque chose du genre « Un nouvel Épicure ». Je ne suis pas sûr que c'est le titre qui a été gardé, mais c'était mon texte à l'époque, et c'était une façon pour moi de dire « Il y a des professeurs de philosophie qui nous enseignent une sagesse pratique. Cette sagesse pratique, elle est existentielle pour aujourd'hui. En même temps, elle est enracinée dans un passé. Pour le coup, je reprendrai l'expression de votre grand-père, si la philosophie a un avenir, elle est dans son passé gréco-romain, disons-le comme ça. Je pense que mon premier Marcel Conche, c'était Le Petit Ségers sur Montaigne. Sur Montaigne. Mais c'est le premier livre qu'il ait publié, en fait. Ah oui. C'est Ségers qui lui avait donné le choix entre faire un Voltaire ou un Montaigne. Oui. Et il avait jamais, il connaissait pas du tout Montaigne. Voltaire, il connaissait déjà un peu. Donc l'été 63, je crois, il fait tous les essais.
Et ça l'a, en fait, ça l'a aidé à se dégager de Pascal, dont il est proche par tempérament. C'était sa première lecture. Et ensuite, il a vu Montaigne, dont il dit aujourd'hui qu'il est, il est le seul homme dont il aurait vraiment aimé être l'ami. Enfin, qu'il aurait aimé avoir comme ami. C'est Montaigne. Il est le seul professeur de philosophie à avoir parlé correctement de Montaigne. Les autres n'en parlent pas et renvoient Montaigne à la littérature en disant, bon, ça va bien pour le Lagarde et Michard. Et quand j'ai lu les livres que Marcel Conche publie aux éditions de Mégare, en me disant, mais c'est drôle, c'est une édition qui est dans le Calvados, c'est un proche, je ne sais pas où il est physiquement. C'était à Villers-sur-Mer. C'était Villers-sur-Mer, un petit studio qu'il avait acheté. Oui, il a une petite maison. En fait, il a fondé les éditions de Mégare parce que Séguer lui laissait que 5% de pratiquement rien du tout. Donc il s'est dit, pourquoi est-ce que moi-même je ne serais pas éditeur? Il a créé les éditions de Mégare qu'il a basées dans un petit studio qu'il avait acheté à Villers-sur-Mer avant de se rendre compte qu'en fait, il n'aimait pas la mer. Donc là, il y avait Temps et Destin, il y avait Piron et l'apparence, il y avait enfin, des livres sur la mort, des choses que j'ai lues avec des belles couvertures, des beaux papiers. Quand je l'ai lu là, je me suis dit, voilà un philosophe, enfin voilà de la philosophie qui nous change de... Moi, j'ai jamais été lacanien, j'ai jamais été althusserien, j'ai jamais été structuraliste, j'ai jamais vibré à mille plateaux de Deleuze. Bon, moi, il y a 3 figures qui ont compté pour moi, des figures de professeurs. C'est votre grand-père, c'est Gerfagnon, mon vieux maître de philosophie antique, et c'est Pierre Hadot, qui sont des individus qui, quand je les ai lus, jeunes, sont des gens qui m'ont montré que finalement, il y avait un continent extraordinaire de philosophes lisibles, compréhensibles, praticables, et que n'importe qui pouvait ouvrir les lettres à Lucilius de Sénèque. Vraiment. Que n'importe qui pouvait ouvrir le manuel d'Épictète ou les pensées de Marc Aurèle, et que n'importe qui pouvait lire la lettre à Ménécée d'Épicure. Mais est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un, lisez Lucrèce ou Marc Aurèle, sans forcément même connaître la personne à qui vous conseillez ça? Oui. Parce que je reçois plein de mails, je reçois une centaine de mails par jour, courriers, etc., avec plein de gens me disant des choses fort aimables, et en me disant, mais je lis quoi, etc. Je conseille ces philosophes-là. Commencez par le début. N'allez pas démarrer par le dernier livre de Sloterdijk ou d'Alain Badiou, mais allez voir dans l'Antiquité. Quand je dis le début, c'est pas le début, parce que le début, ce serait les présocratiques, mais c'est de dire, allez voir dans l'Antiquité, et dans l'Antiquité, si vous lisez le manuel d'Épictète, les pensées pour moi-même de Marc Aurèle, les lettres à Lucilius de Sénèque, je vous assure que vous n'aurez pas de difficulté de compréhension. Lucrèce, évidemment, de la nature des choses, vous n'aurez pas de difficulté de compréhension. Et vous y trouverez votre compte. Parce qu'évidemment, s'ils tombent tout de suite sur la métaphysique ou la physique d'Aristote, s'ils vont voir le Parménide de Platon, ça va être plus problématique. Très bien. Bah, écoutez, je pense qu'on a déjà assez abusé de votre temps. Je ne sais pas si... Merci. Je crois qu'on a fait un tour, non pas exhaustif, mais quand même assez complet. Merci beaucoup. Salut à Marcel Conche.